Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Dimanche soir, François Bayrou a tenté de faire de la pédagogie, expliquer pourquoi il va demander la confiance aux députés le 8 septembre. Alors, on va rentrer dans le détail, mais d'abord, est-ce que vous avez compris sa démarche demander la confiance, alors parce qu'il pense l'obtenir, pour prendre date, pour se faire harakiri? Ce que j'ai compris, c'est le constat de François Bayrou. C'est-à-dire que notre situation des finances publiques n'est pas tenable, vraiment pas. Ce n'est pas une histoire de « on verra dans quelques années ». La France est en train de devenir l'homme malade de l'Europe. Donc il a raison d'alerter et il est face à des partis d'opposition qui sont dans le déni, qui ont la tête dans le sable ou qui ont les yeux vers la prochaine élection plutôt que de penser à la prochaine génération. C'est une situation difficile. Je pense qu'il veut sortir avec panache. Je ne vois pas d'autre explication. Mais vous avez été surprise quand même. Bien sûr, comme tout le monde. Personne n'était dans la confidence. Peut-être le président de la République, mais ni les chefs de parti, ni les ministres. Mais vous pensez qu'il y croit encore? Là, en ce moment, tout à l'heure, à 10h, il va recevoir le RN, jeudi, les partis socialistes. Il y croit encore qu'il peut surmonter ce vote du 8 septembre? Je pense en tout cas qu'il fait une démonstration de la situation politique dans laquelle nous sommes. Et ça n'est jamais inutile. Vous avez Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui, à peine la question posée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le constat, a dit « nous voterons non, nous ne donnerons pas la confiance ». En tout cas, nous voterons non sur le constat, sur la réalité, sur les faits. Non, mais vous savez bien, Nathalie Loiseau, que c'est compliqué. Il a déjà présenté un projet de budget. On ne peut pas l'oublier, c'était la mi-juillet. Donc on ne peut pas dire, non, on vote juste sur le diagnostic. Il y a le package qui va avec. Le package qui va avec, c'est le vote du budget. C'est après. Mais ceux qui ne veulent même pas se mettre d'accord sur le constat, qu'est-ce que vous voulez faire? Aucun bloc n'a la majorité tout seul. Ni le bloc central, et je le regrette, ni l'extrême droite, ni la gauche. Ça veut dire que si les partis dits de gouvernement avaient tous le sens de l'intérêt commun, ils feraient un effort pour discuter. Mais dimanche soir, on n'a pas entendu les efforts faits par François Bayrou. Il n'a fait aucun cadeau socialiste, pas de concession. À peine un petit bouger, comme on dit maintenant dans le langage moderne, sur les jours fériés. Mais pour le reste, rien. Alors que c'est quand même avec eux qu'ils devraient négocier. Et quand Olivier Faure dit tout de suite, et répète cet irrévocable, qu'il votera non, ça veut dire qu'il claque la porte au visage de François Bayrou. C'est compliqué quand même. Et quand le projet socialiste consiste à minimiser l'effort de lutte contre les déficits... Je vais le détailler, ce projet. Effort dont je rappelle... Je vais le détailler pour que nos téléspectateurs comprennent bien. C'est 20 milliards d'euros, 22 milliards d'euros d'économies. Seulement par rapport aux 44 milliards proposés par François Bayrou. 44 milliards qui ne nous amènent pas en dessous de 3%. C'est un déficit de 5% l'année prochaine et non de 4,6% comme le souhaite François Bayrou. Et c'est atteindre les 3% C'est-à-dire qu'on fait comme si tout va très bien, Madame la Marquise. D'ici à 2032 et non 2029. Pour vous, c'est irresponsable, c'est un budget totalement irresponsable. C'est mettre la France à l'arrêt. Ceux qui disent le 10 septembre, bloquons tout, je ne comprends pas parce que les partis politiques d'opposition ont déjà mis la France à l'arrêt. Le reste du monde avance, le reste de l'Europe avance. Nous n'avons pas les moyens de rester en retard, de continuer à vivre au-dessus de nos moyens. Oui, mais l'Union européenne nous demande 110 milliards d'euros d'économie, mais sur plusieurs années. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se dire, tiens, lissons les choses, on peut peut-être taper moins fort la première année, mais c'est pas pour faire plaisir à les masses différemment. Mais Alix Vuyagé, c'est pas pour faire plaisir à l'Union européenne. D'abord, l'Union européenne, c'est nous. Les règles, c'est nous qui les avons décidées, c'est nous qui les appliquons. C'est pour penser aux futures générations. Vous voulez qu'on leur laisse une dette écologique, une dette financière, et en plus, un continent en état d'insécurité. On a besoin de faire ces efforts. Il n'y a même pas d'austérité dans le budget présenté par François Bayrou. Ça n'est même pas un budget ni à l'équilibre, ni en dessous de 3% du déficit. Dans le cadre de la présidentielle de 2027, on voit le positionnement d'Édouard Philippe, qui prône une ligne économique dure. Mais quand on voit... C'est pas une ligne économique dure, je vous reprends. C'est une ligne économique responsable. Responsable. On parle aux Français comme à des adultes et pas comme à des enfants. Je reprends vos mots, donc une ligne économique responsable, mais quand on voit aujourd'hui les difficultés qu'a François Bayrou, et pas que lui, à passer un budget, quand on voit l'hostilité de l'opinion publique, quand on voit effectivement le blocage du pays pour le 10 septembre, est-ce qu'on peut gagner une présidentielle en vendant du sang et des larmes? Confondez pas la position des partis politiques avec celle de l'opinion publique. Malheureusement, on a certains partis politiques dans l'opposition qui sont dans la démagogie, qui pensent que les Français n'ont aucune maturité et qu'il suffit de leur dire
tout va bien, ne vous inquiétez pas pour pouvoir être élu. Il y aura une élection présidentielle en 2027. À ce moment-là, ce sera projet contre projet. Édouard Philippe ne vendra pas du sang et des larmes, il vendra de la liberté, de la restauration, de la force de la France. Je rappelle qu'Édouard Philippe, à un moment, il parlait d'une retraite à 65, 66, pourquoi pas 67 ans. Ça, c'est quand même un petit peu du sang et des larmes. Écoutez, expliquez-moi, regardez ce qui se passe ailleurs en Europe, expliquez-moi comment on peut espérer être compétitif, comment on peut espérer garder notre modèle social auquel on est attaché en ne travaillant pas davantage dans la semaine, dans l'année ou dans la vie. Il faut plus de Français qui travaillent et il faut certainement travailler plus longtemps et il faut faire évoluer notre système de retraite vers un système avec une part de capitalisation. Ça ne veut pas dire forcément 67%. Il va falloir qu'il trouve les mots justes, Édouard Philippe, parce que je ne dis pas que c'est du sang et des larmes, mais enfin, c'est quand même un tour de vis. Ce qui est curieux, c'est que les Espagnols l'ont fait. La plupart des pays européens l'ont fait et je suis convaincue que si on montre une vraie perspective, un horizon aux Français. S'ils ont confiance dans la personne qui tient le gouvernail, ils sont totalement conscients qu'on ne peut pas continuer comme on est aujourd'hui. On vit avec des lois, des réglementations qui ont été décidées il y a des générations. Moi, je ne suis pas en train de dire aux boomers, c'est de votre faute. Ont été appliquées à cette génération des lois qui n'ont pas décidé. Ce n'est pas de leur faute. Ils en ont bénéficié, ils ont aussi beaucoup travaillé, mais aujourd'hui, ce n'est pas tenable. On sent quand même que l'après-Bayrou se prépare dès maintenant, qu'il a quand même très peu de chances de survivre à ce 8 septembre. La suite, c'est donc aussi la possibilité d'une éventuelle dissolution. Ouais. Emmanuel Macron a récemment écarté cette option. Au contraire, pour Édouard Philippe, eh bien, elle est assez inéluctable. En quoi la dissolution peut clarifier la situation ? Elle n'est pas souhaitable, la dissolution. Mais si, après la nomination d'un nouveau gouvernement, peut-être avec François Bayrou à sa tête, peut-être avec un autre Premier ministre. Qui, d'ailleurs Catherine Vautrin, Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin sont les noms qu'on entend. C'est le président de la République qui décidera. Je ne me prends pas pour le président de la République. On verra bien. Mais si, après un nouveau gouvernement, les mêmes partis politiques ont les mêmes réflexes pavloviens, qui consistent à avoir cette capacité à dire non et jamais à proposer, la France sera bloquée. Donc vous dites qu'Emmanuel Macron n'aura pas le choix que de dissoudre. Ou bien les partis politiques deviennent responsables, deviennent adultes aussi, comprennent que l'intérêt général est plus important que leur fixation sur la nouvelle élection. Ou bien alors il faudra une dissolution, oui. Le problème, c'est que d'après les intentions de vote, le RN serait le grand vainqueur de ces éventuelles législatives. Est-ce que la dissolution, c'est pas finalement leur donner les clés du camion à 20 mois de la présidentielle et avec, pourquoi pas, l'arrivée Jordan Bardella à Matignon ? D'une part, je vous l'ai dit, je ne pense pas que la dissolution soit souhaitable. Mais je dis aux différents partis, si vous continuez, elle va devenir inévitable. Ensuite, est-ce que le RN serait tellement vainqueur qu'il aurait la majorité absolue Peut-être des pas, sièges. Mais en tout cas, écoutez, une forte progression de ces sièges qui le placerait en première force politique. Les sondages ne sont pas une prédiction. C'est déjà le premier parti politique de France. Je le regrette, je le déplore, surtout qu'il n'a pas de projet et qu'il n'a pas de personnalité qui soit capable d'assumer la situation de la France aujourd'hui, la situation intérieure et la situation internationale. Donc, n'allons pas trop vite en besogne. Le RN ne serait pas capable de gouverner, parce que personne ne voudrait gouverner avec lui. En tout cas, il s'y prépare. Vous êtes sûr ? Moi, j'attends déjà de voir Jordan Bardella au Parlement européen, de le voir travailler. Il parle beaucoup de la France qui travaille. J'aimerais qu'il se l'applique. Un mot pour finir sur l'avion d'Ursula von der Leyen, oui. La patronne de la Commission européenne, qui a été ciblée au moment où elle survolait la Bulgarie, donc victime d'un piratage avec des écrans qui se brouillent, un GPS qui flanche. L'entourage de la présidente pointe un coupable, la Russie. Est-ce qu'on est clairement dans une opération de déstabilisation ? Est-ce que c'est très grave ? C'est extrêmement grave. Ça vient juste après les tirs sur le bâtiment de l'Union européenne, les tirs russes à Kiev, sont des provocations. Et moi, je ne veux plus de déploration, de condamnation, de simples déclarations. Je veux des mesures fortes, qu'on les prenne à 27 si on le peut, mais je crains que la Hongrie de Viktor Orban, qui est dans les mains de Vladimir Poutine, nous bloque, mais qu'il y ait des décisions nationales. Expliquez-moi pourquoi l'ancien ambassadeur de Russie, Alexandre Orlov, vit toujours en France. Expliquez-moi pourquoi l'ancienne patronne de Russia Today, une chaîne qui a été sanctionnée, vit toujours en France. Ces gens n'ont rien à faire dans notre pays, où ils sont les propagandistes de Vladimir Poutine. On peut parfaitement les expulser demain, sans attendre une décision à 27. Et il serait temps. Merci beaucoup Nathalie Loiseau. Bonne journée à vous. Merci Nathalie Loiseau. Alexandre